Bonjour, bienvenue pour ces quelques instants consacrés aux mots. Et le mot que je vous propose de disséquer aujourd'hui, de décortiquer, de déchirer, d'ouvrir, est le mot autonomie. Alors pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que on me l'a demandé, et donc vous savez qu'il faut deux conditions. Un, on me le demande, deux, j'ai envie, donc je le traite, je propose des réflexions, pas avoir l'ambition de traiter, je ne vais pas prendre le boulot d'autres qui font ça mieux que moi. Et puis la deuxième raison, en fait, c'est le fait qu'il me semble effectivement que la question se pose aujourd'hui à deux niveaux, semble-t-il. Le premier niveau, c'est l'autonomie des peuples, leur capacité à se déterminer par eux-mêmes, et l'autonomie des individus, la capacité de penser leur destin par eux-mêmes, de penser leurs valeurs par eux-mêmes, de penser leur vision du monde par eux-mêmes, une construction de pensée, après tout, qu'on pourrait appeler dans ce cas-là autonome. Donc vous voyez, deux niveaux, il y en a sûrement d'autres, mais là, je ne les ai pas vus, mais j'en ai vu au moins deux qui m'apparaissaient flagrants pour parler de ce mot autonomie. Alors, une petite plongée rapide sans bouteille dans l'étymologie. Chez les Grecs, deux mots en fait, autos, auto, soi-même, et nomos, loi. Donc, autos, nomos, qui est gouverné, qui est régi par ses propres lois. Pas plus, mais pas moins, mais pas moins. C'est une... alors, c'est un mot grec, il faut bien comprendre en fait que si ce mot existe en grec, c'est qu'il y avait, déjà des réflexions dans cette Grèce-là, donc il y a 2500 et quelques années, il y avait déjà une réflexion dans cette Grèce-là de ce qui était autonome, de ce qui ne l'était pas. Et que dans son histoire, et notamment pendant la démocratie athénienne, probablement que ce mot-là a été à l'origine de la pensée démocratique, à l'origine de la construction d'une démocratie digne de ce nom, c'est-à-dire directe, en Grèce. Alors quand il s'agit d'un peuple donc en démocratie, ou d'une nation en démocratie, je parle de démocratie directe, les autres n'en sont pas, eh bien, effectivement, l'autonomie consiste à être régie, être gouverné par ses propres lois, ce qui veut donc dire que l'autonomie consiste à voter ses lois pour s'y soumettre, et que personne d'autre ne peut influer sur ces votes-là. Sinon, le peuple, la nation, les représentants, pas les représentants, la nation, les citoyens qui y vivent. Vous voyez déjà la différence d'autonomie qu'il y a entre une démocratie directe, ou ce que je viens de dire, et une démocratie qui serait moins, c'est-à-dire représentative. D'ailleurs, encore une fois, je le répète ici à cette occasion, mais démocratie représentative, c'est un oxymore. Donc un système représentatif où on élit ses maîtres, et du coup, ce n'est plus nous qui nous votons les lois, mais c'est ces gens qu'on a élus, et donc nous avons perdu en autonomie. Quand nous perdons en autonomie, nous appelons ça l'hétéronomie. Il y a eu deux grandes... alors, il y a eu la Grèce, évidemment, comme modèle, si je puis dire, en tous les cas, comme premier exemple que je connais, je ne sais pas s'il y en a eu d'autres, mais que je connais d'autonomie, de prise d'autonomie, c'est-à-dire d'affranchissement des peuples ou d'une nation. Il y en a eu un autre qui était théorique, et puis qui s'est traduit finalement par la Révolution française, mais l'autre qui consistait à s'affranchir de l'hétéronomie religieuse, c'est-à-dire du fait que c'est les lois transcendantes qui réglaient la vie, qui régissaient la vie des peuples, les lois transcendantes, les lois religieuses, le roi étant le représentant de ces lois religieuses, etc., etc. Et puis la laïcité qui a fait que les bases communes de notre vivre ensemble ne pouvaient pas, on l'a dit à d'autres moments, ne pouvaient pas ne pouvaient pas permettre la vie ensemble. Donc voilà et il me semblerait aujourd'hui que la vieille tentation d'hétéronomie revienne au galop, voire au triple galop,
puisque les peuples, alors déjà dans une démocratie représentative, l'autonomie n'est pas absolue, loin s'en faut, mais en plus, quand les représentants sont finalement j'allais dire, les délégués de pouvoir, qui ne sont pas les pouvoirs issus du peuple, mais les pouvoirs issus d'une idéologie, issus d'intérêts financiers, issus de collectivités ou d'organisations qui ne seraient plus légitimes ou légitimées par un peuple, eh bien, nous sommes effectivement revenus dans une hétéronomie. Ce qui fait le grand, par exemple, le grand conflit, en tous les cas théorique, mais en tous les cas qui existe un conflit, c'est toutes les religions qui voudraient instaurer dans un pays la loi religieuse au lieu de... et donc on ne serait plus dans l'autonomie on reviendrait à l'hétéronomie que la Révolution française a tenté de combattre et que les Lumières ont tenté de définir et que la laïcité a tenté de combattre aussi. Ça, c'est pour les peuples. Et vous comme moi pouvons faire aujourd'hui le bilan. Nous ne sommes plus autonomes. Si je suis grec, c'est la Troïka qui me dirige. Ce n'est plus mes lois, ce ne sont plus mes lois, et donc je ne suis plus aux autonomes. Je suis un peuple asservi à l'hétéronomie. Et puis la deuxième question, c'est notre propre autonomie. Alors, évidemment, dans un régime démocratique digne de ce nom, nous avons contribué et voté des lois pour nous arranger ensemble pour que la vie soit supportable, et plus que supportable. Je vous rappelle que l'article 1 de la Constitution de 1793, c'était la finalité et le bonheur, reprenant en cela les discours des Lumières. La finalité et le bonheur. Donc on s'arrange ensemble pour atteindre cette finalité qu'est le bonheur. Et personne d'autre ne peut intervenir parce que nous sommes la seule entité raisonnable qui puisse dire comment on fera le bonheur, parce que c'est ensemble que ça va se faire, c'est pas avec un ciel ou un hypothétique retour d'un sauveur ou d'un homme providentiel ou je ne sais quoi. Donc en fait, il faut s'arranger. Dans ce cadre-là, il faut évidemment, pour qu'on puisse s'arranger, il nous faut atteindre une deuxième autonomie, qui est l'autonomie de ce que j'appellerais moi de la pensée, c'est-à-dire la construction individuelle d'une réflexion sur le monde, d'une réflexion sur la relation à l'autre, d'une réflexion sur la société, d'une réflexion sur le peuple, sur la nation, qui nous permettent de définir les modalités dans lesquelles nous allons nous arranger pour que nous trouvions le bonheur, ensemble. Et il me semble là aussi que nous avons démissionné pour des raisons d'éducation, je crois, essentiellement parce que nous n'avons pas été éduqués à penser par nous-mêmes, mais à manger du perroquet, si je puis dire, c'est-à-dire à répéter des choses qui étaient dans le texte. On disait avec notre petit camarade sur la liberté qu'il se souvient des cours de philo, il fallait qu'il répète les auteurs qu'on lui avait donné de répéter, etc. C'est-à-dire qu'on a... La philosophie, effectivement, était l'occasion d'apprendre à penser par soi-même. Eh bien non, on apprendra à penser, à répéter ce que les autres pensent, ce qui n'aide pas à la construction personnelle. Il ne s'agit pas d'ignorer ce que les autres pensent, il s'agit surtout d'avoir des mécanismes de pensée et pour ce faire, d'apprendre à penser par soi-même. Et ça, c'est l'éducation et l'enseignement qui aurait dû, mais qui a failli à cette tâche. Donc, pas d'individus autonomes et donc qui se soumettent à la vie générale, au prêt-à-penser, aux plus influents, aux plus convaincants, aux plus hableurs, aux meilleurs vendeurs, enfin toutes ces choses, ou à la propagande, c'est-à-dire quelque chose qui est répété, qui fait qu'on se soumet à ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de solidité de pensée. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas construit sa pensée soi-même. Et donc, si vous voulez, comme il y a deux niveaux, l'autre étant consécutif du premier, le premier étant le niveau individuel où nous n'avons pas construit de pensée, alors une société autonome n'est pas possible, puisque nous ne sommes pas nous-mêmes autonomes au niveau de nos pensées, et je pense que ça nous pose question. Alors, est-ce qu'il y a des remèdes à ça? D'abord, on peut trouver que la situation est parfaite, auquel cas on ne trouvera pas de remède, puisqu'il n'y a pas de maladie. C'est pas mon point de vue, vous l'avez compris. Donc je pense qu'il peut y avoir des remèdes à ça, mais ça, c'est un remède de long terme, comme souvent tous les remèdes d'ailleurs. C'est de réintroduire dans l'école, non pas évidemment l'apprentissage de base qui permet de lire, écrire, compter, comme on dit souvent à l'éducation nationale. Donc 3 mots pour expliquer une politique d'éducation, c'est pas mal. Mais surtout, apprendre très très tôt à construire une pensée propre. Parce que demain, ce que nous devons éduquer,
chez nous parce que nous sommes parents, à l'école parce qu'ils sont professeurs. Chez nous, ce que nous voulons éduquer, c'est des citoyens qui feront la loi demain, leur loi demain. Et c'est peut-être comme ça que nous sortirons de cette impasse, si on pense qu'on est dans une impasse. Parce que même si le système, dans ses paradoxes, peut s'effondrer, en tous les cas il en donne quelques signes aujourd'hui, si nous n'avons pas appris à penser par nous-mêmes, nous allons nous confier de nouveau à un système qui ne sera plus de notre propre autonomie, enfin qui ne sera plus construit par nous, mais de nouveau à un homme ou une femme providentielle qui viendrait faire régner le bonheur, ou en tous les cas l'ordre, puisque le bonheur fait quelquefois peur beaucoup plus que l'ordre. Voilà, à vos réflexions et à une prochaine fois pour un prochain mot. À bientôt, au revoir.